Bonjour à tous. Du coup, moi, le sujet de mon stage, c'était l'optimisation de code d'une application de traitement vidéo. J'ai travaillé avec Daniel et Pierre-Loup. Non, plutôt ça. Et du coup, j'ai travaillé sur le décodeur OpenDVC. C'est un décodeur qui est développé ici à l'IETR pour répondre à la nouvelle norme de codage vidéo VVC, qui est fait pour fonctionner sur la nouvelle norme de codage VVC. Et donc, pour ces codeurs, il y a deux stratégies d'optimisation en parallélisme. D'une part, un parallélisme haut niveau concerne le multithreading et un parallélisme bas niveau. C'est plus du parallélisme donné qui utilise les instructions SIMD. Et moi, c'est sur cette deuxième partie que j'ai travaillé et donc je vais vous présenter. Pour mon stage, j'avais deux objectifs qui étaient d'optimiser des fonctions basiques de traitement vidéo qui sont des fonctions de copie, de set et de transpose, et aussi l'optimisation du filtre LF d'OpenAPC. Du coup, la première partie, c'était optimiser ces trois fonctions qui sont assez simples. Je vais quand même les expliquer. Pour la copie, c'est juste copier un bloc depuis une source vers une destination. Pour la fonction de set, c'est initialiser un bloc d'entier à une unique valeur. Et la fonction de transpose, c'est réaliser la transposer d'un bloc source et l'écrire dans une destination. Moi, j'ai travaillé avec des entités non signées CSV, parce que c'est ce avec quoi fonctionne PNTC, effectivement. Et j'ai réalisé ces fonctions pour toutes les tailles de blocs, de 8.8 à 128, donc 8 x 16, 8 x 32, etc., jusqu'à 128 x 128. Et donc, une manière puissante d'optimiser ces fonctions, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les instructions assembleurs SIMD. C'est des instructions qui manipulent des registres vectoriels, donc qui permettent de manipuler beaucoup plus de données que des instructions assembleurs standards. Par exemple, si on prend des entiers 16 bits, sur un registre standard 64 bits, on va pouvoir stocker un seul entier en bits de poids faible et en bits de poids fort, on n'a pas de données. Alors qu'avec des registres vectoriels, on va pouvoir stocker 8 données 16 bits dans le même registre et chacun va fonctionner comme un nombre à part entière. Et donc, ces registres vectoriels, ils sont présents dans la plupart des processeurs modernes. C'est pour ça qu'on veut optimiser OpenAPC en utilisant ça. Et par exemple, pour comprendre comment fonctionnent les opérations sur le registre vectoriel, on peut prendre l'exemple de l'addition vectorielle. Mais là, en fait, ça va fonctionner comme vraiment une addition de vecteurs. En fait, on va additionner terme à terme les termes des deux registres et les stocker dans un nouveau registre vectoriel. Et donc, ces instructions SIMD, ça permet en une seule instruction de faire plusieurs opérations. Et donc, au final, d'être plus efficace, de gagner du temps d'exécution par rapport à l'assembleur classique. Donc, ces fonctions, moi, j'ai développé pour trois jeux d'instructions différents. De Intel, le SSE qui fonctionne avec des registres vectoriels 128 bits et le AVX qui fonctionne avec des registres vectoriels 256 bits. Et aussi un jeu d'instruction ARM, le Néon qui fonctionne avec des registres vectoriels 128 bits. C'est-à-dire que dans un registre vectoriel de SSE ou de Néon, on peut stocker 8 entiers 16 bits, alors que pour un de l'AVX, on peut en stocker 16. Et du coup, pour ces trois jeux d'instruction, j'ai développé la version des fonctions en assembleur pur. Et pour les Intel, j'ai aussi développé la version en C intrinsèque. Le C intrinsèque, c'est des fonctions C qui reprennent le fonctionnement des fonctions SIMD assembler pour pouvoir manipuler les registres vectoriels, mais depuis du code C. Et du coup, avec ces instructions SIMD, on peut fortement optimiser les traitements des fonctions que j'ai développées, parce que comme on travaille sur des gros blocs d'entiers, ça permet de ranger de répartir les entiers dans des vecteurs à chaque fois et du coup de manipuler des grands registres vectoriels plutôt que de manipuler les nombres un à un. Donc pour les fonctions de copie et de set, c'est facile, c'est principalement des transferts vers ou depuis la mémoire. Du coup, ça réduit beaucoup le nombre d'instructions. Et pour les fonctions de transpose, dans les jeux d'instructions SIMD, il y a beaucoup d'instructions disponibles qui permettent de faire des opérations de permutation ou de combiner deux vecteurs pour en former plus qu'un. Ça permet de les transposer assez rapidement. Là, je vous présente les résultats que j'ai obtenus pour cette première partie, c'est l'optimisation. Donc, pour avoir ces résultats, en fait, j'ai comparé mes versions écrites en assembleur ou en intrinsèque avec une version écrite en code C. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour les SSE, les résultats ne sont pas incroyables, notamment pour la version SSE intrinsèque. Ça, c'est dû au fait que, en fait, lors de la compilation, le compilateur, pour des fonctions aussi simples comme copie et comme set après, il voit que c'est possible d'optimiser
en utilisant des instructions SIMD, du coup, il le fait, et c'est pour ça que les versions écrites à la main sont pas beaucoup plus performantes, voire même moins. Si on regarde le graphique de droite, là, qui détaille les résultats pour chaque taille de bloc, on voit que pour certaines tailles de bloc, les performances du code intrinsèque sont inférieures au code de C compilé. Et par contre, pour AVX et pour Néon, là, on a des vrais résultats intéressants qui montrent une vraie performance à écrire ce code à la main. Donc ensuite, pour 7, c'est un peu la même chose. On voit que pour le SSE, c'est encore des performances qui ne sont pas au niveau, enfin, pas une optimisation incroyable par rapport au code C compilé. Et par contre, pour AVX et pour Néon, là encore, on a de 20 à 40% de gains à écrire des codes assembleurs à la main. Et par contre, pour transpose, là, on voit qu'il y a vraiment un gros gain. On est autour de 75% de gain par rapport au code C pour chacun des jeux d'instruction. Et ça, c'est dû au fait qu'en fait, comme la transposition c'est une opération plus complexe, le compilateur, il ne voit pas qu'il peut utiliser l'instruction SIMD pour simplifier cette opération. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de gain à écrire le code à la main. Ça, c'est pour la première partie de mon stage. Ensuite, pour la deuxième, du coup, je me suis concentré sur l'optimisation du filtre ALF du décodeur. Donc là, vous avez à gauche le processus global du décodeur OpenVLC. Et donc, on voit que le filtre ALF, en fait, c'est juste un des filtres de ce décodeur. Et il permet de supprimer en fait quelques défauts qui sont dus à l'encodage de la vidéo par l'encodeur. Et c'est un filtre quand même intéressant à optimiser parce que ça peut aller jusqu'à 30% du temps de décodage complet d'OpenVLC. Et donc là, à droite, vous avez un récapitulatif de son fonctionnement. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il marche en deux parties. Une partie Luma qui est composée d'une classification puis d'une table de filtrage. Et une partie Chroma qui est composée de deux filtres, le filtre classique plus filtre CTLF. Donc chacun de ces filtres, en fait, le filtre ALF dans sa globalité, il s'applique au niveau d'un CPU. Un CPU, c'est un bloc de 128 pixels d'une image du décodeur. Et une particularité de ce CPU, c'est la présence d'une virtual boundary qui est située vers le bas du CPU, juste 4 pixels au-dessus de sa frontière basse. Et cette virtual boundary, en fait, on peut vraiment la considérer comme la frontière du filtrage. Parce que pour le filtrage d'un pixel, on a besoin des valeurs des pixels voisins. Mais pour un pixel qui est proche de la virtual boundary, par ici, on n'a pas accès aux valeurs des pixels qui sont situés de l'autre côté. Mais alors que, par exemple, pour un pixel qui est situé sur le bord du CPU, par exemple, ici, on peut utiliser quand même les valeurs de pixels qui sont sur le CPU, mais s'il est proche de la virtual boundary, on peut pas utiliser les pixels qui sont de l'autre côté. Donc, c'est vraiment la frontière du filtrage. Et ça fait que quand on filtre un CPU, on a trois traitements différents qui vont apparaître selon la position dans le CPU. Donc, si on est situé en haut, ça va être un traitement différent, mais si on est situé proche de la virtual boundary, et différent selon si on est en dessous ou au-dessus. Et donc, ce qui était fait jusque-là dans le décodeur OpenVC, globalement, c'est résumé dans le pseudocode qui est ici. En gros, on parcourait le CPU, et pour chaque position, on faisait un test pour savoir dans quelle région on était, et on appliquait le traitement associé 1, 2 ou 3. Mais en fait, toutes ces positions, ils ralentissent le décodeur, mais ils n'ont pas vraiment de tête parce que comme le CPU a une taille fixe et que la position de la virtual boundary elle ne change pas, et bien, on sait en fait à quel moment appliquer quel traitement. C'est pour ça que moi, du coup, pendant mon stage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé en trois parties le traitement du CPU. Donc d'abord, on parcourt toute la partie 1 et on applique le traitement. Ensuite, on parcourt la partie 2 et pareil pour la partie 3. Ça permet d'enlever tous les classes de position qui prennent du temps d'exécution pour rien. Et ça permet aussi d'avoir le code séparé en trois parties. Et donc, on peut regarder les premiers résultats de cette optimisation. Pour la classification du filtre Luma, en fait, j'ai eu des résultats quasiment nuls parce que c'était déjà bien optimisé avant que j'arrive dans mon stage. Et par contre, pour le filtre Chroma, on a un gain qui va jusqu'à 40% juste à avoir enlevé ces têtes de position. Et pour le filtre CCALF, c'est environ 6%. Et donc ça, au final, ça se répercute sur le filtre ALF avec un gain qui va de 3 à 8% selon la vidéo décodée. C'est quand même un gain pas négligeable. Et donc ensuite, le futur de ce qu'on pourrait faire pour continuer à optimiser le filtre ALF.
ce serait déjà de refaire cette même étape de séparation en 3 parties pour enlever les tests de position, mais pour les versions SIND du filtre AMD, qui sont les versions qui sont utilisées lorsqu'il y a les ressources disponibles. Et aussi, une autre chose qu'on aimerait faire, c'est de réordonner le filtrage afin de limiter le nombre de cellules chargées simultanément. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, pour filtrer un pixel, on a besoin des pixels voisins. Lorsqu'on veut filtrer un pixel qui est sur les côtés du CPU, il n'y a pas de souci parce qu'on filtre ligne par ligne, donc on charge ligne par ligne les CPU. Par contre, si on filtre un pixel qui est en bas, là, ça va être un problème parce qu'on va devoir charger la ligne dessous qui n'était pas encore chargée. En haut, ça va parce que comme on vient de filtrer la CPU, on a encore la donnée, donc pour le filtrage, il n'y a pas de souci. Mais du coup, l'idée serait de réordonner en fait, et au lieu de faire dans l'ordre pour un seul CPU, 1, 2 et 3, et pour le 3, on évite de charger le CPU dessous, c'est de faire 3, 1, 2, en commençant par faire le filtrage de la partie du bas du CPU au-dessus du CPU courant. Donc c'est pour ça que ce que j'ai fait dans mon stage, d'avoir séparé, c'était aussi important, parce que du coup, comme j'ai séparé les traitements en 3 parties, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est faire des fonctions en fait, pour chaque niveau de filtrage. Et du coup, maintenant qu'on filtre, l'objectif, ce serait, c'est pas encore fait, mais l'objectif, ce serait lorsqu'on filtre, on commence par filtrer le haut du CPU, enfin le bas du CPU du dessus, et ensuite on filtre la partie 1 et 2 du CPU courant. Et pour la partie du bas du CPU courant, ce sera filtré lorsqu'on filtrera la partie suivante. Ça permettrait de ne plus avoir à charger cette ligne de CPU quand on filtre le bas du CPU courant. Et donc, ouais, ça fait des gains pour les décodeurs. Donc voilà, donc il y a encore des choses à faire pour optimiser ce filtre ALF. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pendant. Si vous avez des questions. Une question pour lancer l'affaire. À quel point c'est plus difficile d'écrire de l'assembleur que des intrinsèques en fait, et pourquoi il y a un gain important quand même entre l'intrinsèque et l'assembleur? Comment tu expliques ce gain? Ouais, parce que quand c'est plus difficile, c'est parce que quand on fait de l'assembleur, on doit gérer les registres. Des fois, on n'a pas assez de registres pour évaluer tout, alors qu'en intrinsèque, on se contente de les mettre dans des variables et c'est la compilation que ça gère. Et du coup, pourquoi il y a autant de différences entre l'assembleur et l'intrinsèque? Je pense que c'est dû à ça. C'est tout ce qu'on ne fait pas nous-mêmes en assembleur, c'est compilateur qui gère. Pour rebondir un peu sur la question, sur l'écriture de l'assembleur, il n'y a pas. Alors, est-ce que tu as pu t'inspirer éventuellement de ce que fait le compilateur quand il fait la vectorisation automatiquement? Pour les fonctions simples, ouais, après, pour les fonctions. Et sinon, c'était vraiment full à la main ou il y a d'autres outils qui ont pu t'aider? Par exemple, pour l'Intel, j'ai utilisé le module x86 Inc. Qui permet de simplifier un peu les développements de l'assembleur, notamment avec l'utilisation de variables, etc. Mais pour le ARM, je crois que j'ai rien utilisé, j'ai ça c'était GCC et les options de compilation C, c'était en O3. Tu pas essayé d'explorer avec Clang pour voir s'il y avait des différences de performance? Non, je n'ai pas essayé. Il y a aussi le compilateur Intel. Apparemment, il y a un compilateur Intel qui offre des performances qui sont très intéressantes. Le compilo Intel, il a été supprimé il y a une paire d'années, ils ont tout passé dans Clang LLVM. D'accord. Okay. Les gens qui font la compilation sont trop contents parce que c'est tout en open source. D'accord, ok, super. Oui. Après, il y a une contrainte pour ce type de décodeur, c'est qu'il faut que les performances que les gens qui vont installer l'appli ne dépendent pas du compilateur. C'est pour ça qu'il y a pas mal de codes qui sont faits en assembleur, comme ça on est sûr que tout le monde aura les optimisations. Et du coup, pour rebondir sur la portabilité, est-ce que vous avez regardé si vous pouviez utiliser des API portables? Je sais qu'il y a des API de vectorisation, d'instruction vectorielle. C'est une librairie qui, je crois, développée par l'INRIA à Bordeaux, qui permet d'écrire une fois son code et d'essayer de le porter. Est-ce que vous y avez pensé ou pas du tout?
Il n'y a pas déjà quelque chose comme ça pour ARM? Ouais, pour ARM, en fait, pour le ski dans le filtre SCN, dans le filtre AF, par exemple, c'est que les, ça se base sur des fonctions SSE et ça les traduit en ARM. Comment ça s'appelle le module? Ok, il y a déjà des choses préparées. Ouais, en fait, pour le ARM, ça n'a pas été écrit. Ça se base sur ce qui a été fait en SSE. C'est la même largeur. Hein. Ouais, c'est la même largeur. C'est du C ou du C++? Je ne sais. Ah, oui. Ok. J'avais une question là, donc pour découpage en 3 zones et en changeant les X, ça c'était quelque chose que tu as proposé toi, qui t'était demandé à la base. Ouais, c'est quelque chose qu'on m'a conseillé de faire. D'accord. Et ça peut, oui, c'est ce que tu proposais de généraliser à d'autres, pas seulement au filtre palette, mais à d'autres. Ça pourrait être généralisé ailleurs dans le décodeur. Ce que je proposais, c'est de continuer à faire ça pour les versions SIND du palette. Pour l'instant, moi, j'ai travaillé sur la version C.